tous et bon réveil. Merci d'être là en ce mardi, plutôt lundi. Voilà, ça commence. Lundi, donc 5 novembre, mesdames, messieurs. Un lundi qui s'annonce ensoleillé du côté d'Alger. Mais nous verrons tout à l'heure les nouvelles du ciel avec Amel Laribi. Juste après, vous aurez l'occasion de retrouver Nejma Haraj pour un point d'actualité. Aujourd'hui, gros plan dans son espace sur le Centre national d'archéologie. Et puis, dans notre matinale, aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir deux auteurs. Tout d'abord, une consoeur, une fille de la télé, Karima Abed en l'occurrence, que vous connaissez peut-être à travers ses multiples reportages consacrés justement au corps de la police. Aujourd'hui, elle sort son premier ouvrage, donc qui participe, d'ailleurs avec lequel elle participe à cette nouvelle édition du Salon international du livre d'Alger. Et donc, nous aurons le plaisir de découvrir ce nouvel ouvrage intitulé donc ou portant sur l'information sécuritaire en Algérie de manière générale. Et puis autre auteur, Cheichi Bardadi donc sera parmi nous ce matin. Lui a été édité par donc la maison d'Ahleb, donc la maison d'édition d'Ahleb, qui aura l'occasion à travers son dirigeant de présenter ses ouvrages qui participent à cette édition du SILA et bien sûr avec un gros plan, un zoom sur le parcours de cet homme, auteur, journaliste et aussi donc militant, Cheichi Bardadi. Dans notre matinale, nous aurons l'occasion de recevoir pour la première fois donc la rubrique dédiée à l'environnement et dirigée, orchestrée par Hamid Belkacem, qui nous parlera aujourd'hui des dangers majeurs, avec en particulier les risques industriels donc, qui seront mis en exergue dans son espace, donc, qui débutera aujourd'hui avec nous. Hamid Belkacem, donc dans un moment vous le retrouverez, ainsi que Majid Benkassi qui suit de très près donc les différentes étapes du Rallye Challenge Sahari. Aujourd'hui, quatrième étape, nous aurons peut-être l'occasion d'avoir un insert téléphonique avec Majid Benkassi à partir de l'endroit où il se trouvera. On va essayer de découvrir tout cela dans un petit moment. Et puis, aujourd'hui, dans notre matinale, nous reviendrons à travers les reportages sur différents événements qui ont marqué ce début de semaine, en l'occurrence, la rencontre euro-maghrébine. Et puis aussi, nous aurons le plaisir de recevoir les représentants de l'association Ayadil Khair qui nous parleront aussi de soutien et d'aide à l'enfance défavorisée des milieux vraiment sahariens, l'extrême sud, mais aussi les hauts plateaux. On va avoir un petit peu leurs multiples initiatives, notamment en faveur des enfants d'El Oued, une localité d'El Oued où justement il y a eu toute une série d'œuvres caritatives des plus intéressantes. Je pense que c'est l'essentiel de cette matinale. Aujourd'hui, je vous avais promis au début du sommaire un point météo et le voici venir avec Amel Laribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Adia. Ah, j'ai vu votre geste. Tout à l'heure, j'ai capté votre geste. Je disais, journée peut-être ensoleillée à Alger. Pas trop non plus. Pas trop, vraiment. Il y aura quelques nuages tout à l'heure. Bah, je suis déçue. Sniff, sniff. Ah bon? Non, mais ça fait du bien quand même. Oh, moi j'aime le soleil, moi. Ah bon? Pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, c'est pas plus mal. On va faire plaisir à ceux qui aiment l'hiver. Exactement. Et les journées hivernales. Alors, dites-nous tout, s'il vous plaît. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, le ciel se montrera localement brumeux avec des nuages bas en ce début de matinée sur les régions de l'ouest et le centre avec un ciel peu nuageux. Puis le ciel se deviendra progressivement nuageux par contre durant l'après-midi sur les régions de l'ouest accompagnés de quelques pluies en fin d'après-midi soirée. Ces nuages gagneront les régions centre en fin d'après-midi avec quelques pluies mais en soirée. Par contre à l'est, eh bien, le ciel restera dégagé tout au long de la journée avec excepté quelques nuages mais sans conséquence. La moitié sud partiellement voilée sur le Sahara central. Ailleurs, rien à cielo. Le soleil sera bel et bien au rendez-vous avec toutefois deux fréquences sous la de sable sur le sud-ouest et le Sahara central. Les températures, eh bien, quant à elles, seront plutôt douces pour la saison.
avec toutefois un maximum de 23 degrés à Oran, Tlemcen, Alger, 21 Tizi Ouzou, 22 à Annaba, 17 degrés Sétif, Al Bayad, 20 degrés à Djelfa, 16 à Batna, au sud 26 degrés du côté de Béchar, Gardaya, Hassim Saoud, Ouargla, 23 à Biskra, 30 degrés Tindouf, Adra, 29 à Insalah, Tamanrasset, Janet et Ilizi, et enfin le maximum toujours à Borj Bijmourtar et Ingzam avec 37 degrés. Et comme toujours, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera plutôt gris, pluvieux, plus exactement du côté de Dublin, Bordeaux, nuageux à Oslo, également Copenhague, mais partiellement nuageux à Helsinki, Berlin, Prague, Varsovie, Paris, Berne et également Athènes et Bucarest. Côté température, eh bien, on relèvera 7 degrés à Helsinki, 8 à Oslo, 11 degrés à Copenhague, 17 à Londres, également Berlin, 19 à Paris, Budapest, 16 degrés à Varsovie, également Bucarest, 18 à Rome, 19 à Marseille, 10 degrés à Madrid et enfin le maximum cette fois-ci à Athènes avec 23 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Excellente matinée à vous aussi, Amel. Merci, Radia. Passez une agréable journée. Quant à vous qui nous suivez ce matin, sans plus tarder, voici pour vous, rien que pour vous, un point météo. Un point d'actualité. Voilà, ça démarre très bien, je le disais. Bonjour Radia, bonjour à tous. Dans l'actualité, le président du Conseil des ministres italien, Giuseppe Conte, est attendu aujourd'hui à Alger. Une visite de travail et d'amitié à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion du dialogue politique de haut niveau entre l'Algérie et l'Italie, lié par un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé à Alger le 27 janvier 2003 par le président Abdelaziz Bouteflika et son homologue italien. Des questions d'intérêt commun au niveau méditerranéen, maghrébin, mais aussi du Sahel seront également abordées au cours de cette visite. À Oran, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, doit inaugurer le siège de la cour d'Oran à Lusto. Il doit également rencontrer des représentants de la société civile. Et également, dans l'actualité, et dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2019, la commission du budget et des finances de l'APN reçoit aujourd'hui la ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Houda Imen Ferroun. À Gardaya, de nombreuses activités sont programmées à l'occasion de la commémoration du décès du poète de la Révolution, Moufdi Zakaria. À l'étranger, dans l'actualité internationale, le président du Conseil présidentiel du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale, Fayez Sarraj, libyen, œuvre à parachever le processus de règlement de la crise de son pays sous l'égide de l'ONU à l'approche de la conférence de Palerme sur la Libye prévue les 12 et 13 novembre prochains, et suivi également des développements politiques à Madagascar à 2 jours de la présidentielle, donc prévue le 7 novembre prochain, pour laquelle 36 prétendants sont en course sur fond de promesses de lutte contre la pauvreté dont souffrent les Malgaches. Et la Nouvelle-Calédonie a choisi hier de rester dans le giron français lors du référendum d'autodétermination historique, consacrant, selon le président français Emmanuel Macron, une marque de confiance dans la République. Les résultats définitifs sur 284 bureaux de l'archipel français colonisé en 1853. Le non à l'indépendance l'a emporté avec 56,4% des voix contre 43,6% pour le oui. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Je vous invite à retrouver tout de suite l'invité matinal.
Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Toufiq Hamoum. Donc, vous êtes directeur du Centre national de recherche en archéologie. Vous êtes également chercheur et professeur à l'Université d'Alger. Vous avez été élu l'année dernière membre du Conseil consultatif et scientifique de l'UNESCO pour le patrimoine mondial subaquatique. Bonjour monsieur. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Donc aujourd'hui, on doit parler d'un nouveau projet lancé il y a à peine une semaine. Donc il s'agit des fouilles archéologiques en milieu aquatique. Donc c'est une nouveauté en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Absolument. Donc merci de m'offrir justement cette tribune pour éclairer un petit peu le grand public sur cette première opération du genre sur le territoire national. Donc une fouille des investigations archéologiques subaquatiques. Donc, comme vous le savez, la Convention de 2001 de l'UNESCO stipule qu'on est tenu de protéger le patrimoine subaquatique mondial. Donc, l'Algérie est signataire de cette convention en 2015. Donc, on fait partie, et d'ailleurs, on est élu comme membre du Conseil consultatif et scientifique de cette convention. Donc, on voulait faire une petite opération de ce genre. Et en plus, une opportunité qui nous est offerte, c'est la construction du grand port d'El Hamdani à Cherchel, qui est un futur grand port. Donc c'est un grand projet stratégique pour le développement économique de l'Algérie. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc on va parler toujours des fouilles archéologiques. Est-ce que ça va concerner toute la côte algérienne? Absolument. Donc le conseil scientifique du Centre de recherche en archéologie a validé un projet justement de recherche qui est l'établissement de la carte archéologique subaquatique sur tous les eaux territoriales nationales, donc sur toute la côte algérienne. Donc il y a une équipe qui est derrière, donc qui est en train de travailler, de préparer le terrain et d'entamer cette démarche dans le sens de géolocaliser, d'identifier et de documenter tout le patrimoine subaquatique algérien sous les eaux territoriales nationales. Et comment les sites sont choisis? Est-ce que fortuitement ou bien il y a des sites prédisposés pour opérer vous ce le savez, type dans ce genre de projet, il y a toujours des études préalables. Donc il y a un travail en amont qui se fait, c'est un travail d'archivage et d'archives et de documentation et une recherche bibliographique. Et puis on connaît déjà certains sites qui sont déjà identifiés et localisés. Simplement le travail de documentation, là, nécessite d'y aller sur terrain et de plonger et de faire un travail technique sur ces sites-là. Et est-ce que c'est les archéologues qui sont formés pour ce type de travail ou bien vous faites appel à des professionnels? Vous avez des partenaires? On a des partenaires effectivement avec l'Université d'Aix-Marseille pour la formation et aussi le DRASM, le département de recherche sous-marine à Marseille. Donc ça c'est pour le volet formation. Mais par chance, on a actuellement à notre niveau un noyau qui a été constitué au sein du CNRA, du Centre national de recherche. Ce sont des archéologues donc, qui ont été formés à l'université en tant qu'archéologues et en même temps, ils sont des plongeurs professionnels. Donc, ils ont suivi une formation en plongée sous-marine. Donc, ils ont pris les choses en main et la première opération qui s'offre justement, c'est le site d'El Hamdania. On est en train justement d'investir le terrain et d'identifier les sites qui sont menacés justement à l'occasion de ce grand projet. Et qu'est-ce qu'on peut trouver sous l'eau, par exemple des embarcations, des épaves ou autres? Quel type Vous savez, on ne peut pas déjà en amont identifier. Si par exemple on doit se référer à d'autres pays qui sont beaucoup plus en avance. Généralement c'est des épaves, donc avec leur cargaison, leurs marchandises et puis comme le cas de l'Hamdania, le Rocher Blanc, donc on a identifié déjà actuellement une épave avec 23 canons qui date du 16e-17e siècle. Donc là, on est en train de faire une identification de ce site, essentiellement. Mais toute la côte algérienne, elle est connue, donc elle est très 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 riche en épaves et en objets archéologiques qui sont sous les eaux territoriales. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays qui sont leaders en la matière, par exemple l'Italie, la France ou l'Espagne, qui ont mené ce type de fouilles qui mènent ce type de fouilles depuis les années 50? Absolument, mais bon, il n'est pas trop tard. Mais il ne faut pas oublier que nous, on est un pays jeune et puis les sciences archéologiques, c'est un domaine très nouveau chez nous. Donc,
déjà, il fallait qu'on maîtrise d'abord le patrimoine qui est sur le continent. Et puis, maintenant, on a ouvert ce dossier qui est très important aussi parce qu'il fallait le prendre. Il fallait le prendre en charge. Et Monsieur le ministre, d'ailleurs, à chaque fois, il insistait sur l'ouverture de ce dossier qui est très important pour nous parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas le potentiel archéologique qui est sous les eaux territoriales. Et on est signataire de la Convention, donc il est obligé, enfin, on est obligé justement de dresser cette carte archéologique et d'identifier et d'évaluer tout ce potentiel archéologique. Très bien. On va revenir sur le futur projet du port d'Al-Hamdania à Cherchell. Donc actuellement, en ce moment même, il y a délocalisation, une opération de délocalisation de sites archéologiques pour permettre la réalisation de ce projet, c'est ça? On est en phase d'étude de faisabilité. De faisabilité de déplacer. Et justement, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable, c'est très faisable et il faut mettre les moyens, c'est tout. Mais on a eu déjà des expériences dans ce sens, donc on l'a fait ailleurs, mais pourquoi pas Al-Hamdania? On est obligé de le faire parce qu'il faut sauver ce patrimoine. Bon, il y a un grand projet stratégique pour le développement économique, on ne peut pas bloquer. Mais simplement, on va l'accompagner, on va essayer aussi, parce qu'il est de notre devoir de protéger ce patrimoine, de l'identifier, de le documenter. Et si ça nécessite de le déplacer ailleurs, on doit le faire. Et il sera déplacé où? Bon, pour ce qui est subaquatique, pour le moment, on doit les délocaliser dans une zone sécurisée aux alentours de l'emprise du port lui-même. Donc il va être sécurisé et géolocalisé, géoréférencé. Et puis quand on aura les moyens de conservation, parce qu'il ne faut pas oublier que les objets issus d'un milieu aquatique, leur détérioration, elle est très rapide. Non, elle est très rapide. Ah oui, oui. Et les conditions de conservation sont très compliquées. Donc il faut des moyens très complexes pour la conservation de ces objets. Parce que c'est une opération qui est très rapide. La détérioration est très rapide. Donc il faut au préalable, préparer tout un environnement pour leur conservation. Donc on est en train de faire le nécessaire pour justement équiper nos laboratoires donc, dans le nouveau siège à Tipaza, et justement pour recevoir ces objets une fois qu'on les extrait de leur milieu naturel, enfin pas naturel, mais c'est-à-dire qu'ils sont là-bas depuis quelques siècles, donc ils se sont adaptés à leur milieu, à leur environnement. Donc une fois qu'on les fasse sortir, là, il faut des mécanismes de protection et de conservation. Qui sont différentes de celles qu'on trouve, par exemple, totalement en différentes, milieu externe. Totalement différentes. Voilà, donc c'est deux processus différents. Et vous avez fait la même opération à Tébessa, au niveau de Djebel Laounk. À Djebel Laounk, effectivement, avec le ministère des Mines et avec l'entreprise Somifos. Donc on a travaillé en amont, la même opération de la même manière, en amont, sur 3800 hectares. Et c'était pour le même objectif, c'était pour permettre la réalisation d'un projet. D'un projet stratégique, voilà, oui, qui est le gisement de phosphate, l'exploitation de ce gisement. Donc c'est une ressource très importante pour le pays. Donc la zone, elle est très riche en patrimoine, donc il fallait faire un travail en amont. Donc on a fait de l'archéologie préventive, donc on a identifié et documenté tout le patrimoine. Et maintenant la wilaya prochainement va mettre à notre disposition une assiette à Birlater pour recevoir justement tout ce potentiel qui est important. Voilà, on doit le récupérer et créer toute une zone, un jardin archéologique qui sera bien sûr mise en valeur. Et donc il y a toute une dynamique sociale et culturelle qui va se créer autour de cet espace-là. Et il y a aussi un autre site qui se trouve toujours, je crois qu'il n'a pas été encore déplacé, au complexe gazier de Timimoun. Donc les archéologues sont à l'intérieur même du complexe et qui font leurs travaux. Donc c'est une autre opération de notre... Et ça va rester là-bas? Non, c'est une conservation in situ, c'est-à-dire sur place. Voilà. Donc on ne va pas toucher. Donc là on fait de la prévention. Donc, à l'occasion de la construction du complexe gazier à Timimoun. Donc, c'est la même opération qu'on a effectuée à Ragan. Ça a été achevé, donc on a terminé les travaux. À Timimoun, c'est toujours en cours. Donc, le complexe gazier et la construction du pipeline. Donc, on est là à faire un travail toujours en amont d'identifier, de localiser et d'orienter le pipe pour ne pas détruire les vestiges archéologiques.
Et quand c'est trouvé sur des sites pareils, est-ce que les opérations de fouilles sont financées par le Centre national de recherche en archéologie ou bien par exemple Sonatrach, puisqu'il se trouve sur le site de Sonatrach? Généralement, c'est l'aménageur payeur, mais bon, pour tout ce qui est programmé, recherche académique et qui est programmé, là, c'est le centre qui prend en charge tout ce financement. Mais quand il s'agit d'une opération comme ça, d'intervention sur site, l'aménageur doit contribuer aussi à la protection du patrimoine. Et c'est des expériences qu'on a vécues avec ces différents organismes. Ils étaient toujours disponibles, ils financent, ils coopèrent avec nous et ils mettent à notre disposition tous les moyens nécessaires. Comme c'est le cas, voilà. Voilà, le cas pour Métro d'Alger. Le métro d'Alger, effectivement, c'est un très bon exemple à citer, c'est un exemple de bonne pratique. La société, enfin l'entreprise Métro d'Alger a mis à nos dispositions tous ses moyens et elle a contribué même financièrement. Donc il y a un travail collégial qui a été effectué là-bas, donc le résultat on le voit aujourd'hui. Donc la mise en valeur du patrimoine dans un contexte, enfin dans un projet stratégique. Donc c'est ça l'objectif, c'est d'arriver à intégrer le patrimoine dans ces projets de développement. On a le cas aussi à Béjaïa, le grand hôtel, la construction du grand hôtel à Béjaïa. Donc en plein travaux d'aménagement de cet hôtel, on a découvert des sites, enfin une structure archéologique qui date de l'époque hamidite. Et à Béjaïa sont très rares. Donc, vous bloquez le projet? On bloque pour une période de 2 à 3 mois. Vous êtes les bloqueurs de projet. On nous taxe souvent de bloqueurs, mais non, au contraire. À Béjaïa, ils ont intégré les découvertes archéologiques, justement, dans le projet lui-même. Et ça, c'est une plus-value pour le projet. Tout à fait. Pour l'hôtel lui-même. Donc on rentre sur une dalle vitrée et on marche sur des structures archéologiques qui datent du 12e, 13e, 14e. Donc c'est magnifique. Et là, c'est une plus-value pour le projet lui-même. Donc la société a mis en valeur ces découvertes dans leur panneau publicitaire, dans l'aménagement de ces espaces et tout. C'est une richesse. Et effectivement, c'est une valeur ajoutée. Absolument. Historique. Et quelles sont, monsieur Hamoum, les retombées économiques de toutes ces opérations? Par exemple, quand on identifie, on classe, on récupère, on place soit dans un musée. Qu'est-ce que ça peut profiter à l'économie? Là, je peux répondre sur deux axes. C'est-à-dire, le patrimoine, on ne peut pas l'estimer. Là, c'est un patrimoine national, c'est l'obligation de tout le monde, y compris l'État prend en charge ce patrimoine, donc on ne peut pas l'évaluer. Deuxièmement, effectivement, c'est une plus-value. Par exemple, la place des Martyrs. Donc, dès l'ouverture de la place des Martyrs, il fallait voir l'engouement des gens, des habitants des alentours, des Algérois, comment ils étaient curieux de voir justement ce musée, ces sites qu'on a découverts, on parlait souvent de la place des Martyrs, des découvertes archéologiques. Parce que ça a été aussi bien médiatisé. Absolument. Donc voilà, le travail des médias est aussi très important, il nous accompagne. Et l'objectif, c'est de mettre en valeur ce patrimoine. Il ne faut pas oublier que la place des Martyrs, c'est la 3e place, enfin la station métro dans le bassin méditerranéen qui détient un musée. Donc c'est une station musée même. Donc c'est une plus-value pour le projet lui-même. Donc le patrimoine, il ne faut pas qu'on le voit comme, enfin les gens du patrimoine comme des bloqueurs de projets. Non, au contraire, on est là. Il y a de très bons exemples en Europe et au Moyen-Orient, au Liban. Vous allez voir des exemples très valorisants pour le patrimoine. On intègre ces vestiges dans les constructions même privées. Mais il y a toujours une manière, il y a une étude de faisabilité, une étude comment on valorise ce patrimoine. C'est une obligation. La loi l'exige de protéger le patrimoine. Ça, personne ne peut y échapper. Mais simplement, il y a des mécanismes, il y a des terrains d'entente entre les aménageurs et les gens du patrimoine. On peut toujours trouver des terrains d'entente et des solutions. Très bien. Et quand, par exemple, est-ce que des particuliers peuvent mener des recherches soit en milieu aquatique, soit à l'extérieur, comme vous dites, comment on appelle ça déjà? Terrestre continental, oui. Continental, voilà, des recherches continentales. Est-ce que quand des particuliers vont utiliser des méthodes personnelles, est-ce que ça, c'est puni par la loi? Absolument. Le patrimoine, c'est le rôle de l'État. C'est le bien public, c'est le bien de l'État. Ah oui, c'est le bien de l'État et c'est à travers ces institutions étatiques que le patrimoine est pris en charge. Donc, on a des exemples, si vous voulez,
d'implication des citoyens dans l'aménagement de... On a le cas par exemple à Guelma, une entreprise privée qui est en train de réaliser une promotion immobilière, donc il est donc bien sûr des vestiges d'une nécropole, et il met le paquet. Nous, on est là à lui faire le travail et puis lui dégager l'assiette. On documente, mais lui, il met le paquet. Il finance l'opération qu'on est en train de faire. C'est ça en contrepartie. Mais prendre en charge les recherches dans le sens recherche scientifique, non, ça c'est le rôle de l'État. Il y a par exemple du côté de l'Est d'Alger, je ne sais pas si vous connaissez le chemin des ruines à Tamenfoust, voilà. Il y a des particuliers qui ont construit sur des sites romains. Est-ce que c'est toléré par la loi ou non? Normalement, c'est pas toléré. Quand c'est des zones archéologiques, ce qu'on appelle les zones à risque archéologique, d'abord, il y a les sites qui sont déjà classés. Et il y a une zone tampon. Donc, où il y a un risque de découverte, ce qu'on appelle le risque archéologique, qui est en-delà de la zone protégée. Et qu'est-ce qu'ils peuvent encourir dans ce cas-là? C'est le rôle de totale. qui? Ah oui, là, c'est le rôle des autorités locales. Il faut qu'ils fassent un suivi. Et puis, il y a les plans, les cadastres, il y a tous les instruments nécessaires pour contrôler tout ça. On ne peut pas délivrer un permis de construire sans l'aval des autorités du patrimoine. Ça se fait dans tous les pays du monde, y compris chez nous. La loi, elle est claire pour ça. Mais simplement, l'application, là, ça fait défaut. Bon, il y a certaines constructions qui datent des années 70 elles sont anciennes, et 60. Voilà. Elles sont anciennes. On n'a pas pu contrôler à l'époque, mais maintenant... Et il n'y a pas moyen de récupérer? Non. Il y a toujours un moyen, la loi, elle est claire. Il y a toujours un moyen, mais bon, la réalité du terrain, elle est différente. Ah oui, voilà. Oui, voilà. Et donc, quels sont vos projets? Est-ce qu'il y a des projets de recherche, de développement, par exemple, surtout pour ce nouveau projet, la recherche archéologique subaquatique? Oui, donc il y a le grand projet national qu'on est en train de fédérer à travers le Centre national de recherche en archéologie, avec le concours de toutes les universités algériennes. Donc on est en train de dresser la carte archéologique nationale. Donc c'est un inventaire général du patrimoine. Et là, ça va prendre plusieurs dizaines d'années, donc c'est pas un travail d'une année. Donc c'est la future plateforme de recherche. Donc, y compris le subaquatique. Donc on a subdivisé, si vous voulez, le territoire national en zones. Donc est, ouest, centre, sud et subaquatique. Donc il y a des coordonnateurs qui vont fédérer tous ces groupes de travail, des équipes de recherche qui se forment autour de cet axe de recherche. Et là, c'est la première mission principale du Centre national de recherche en archéologie. Oui, merci beaucoup, Monsieur Hamoum. Malheureusement, on arrive à la fin de notre entretien. Plaisir, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonne continuation dans votre travail de recherche. Merci. Je vous retrouve demain avec un autre invité. Donc, bonne journée à tous et c'est à vous, Radia. Merci beaucoup Nedjma, je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'à votre invité et sans plus tarder nous allons mettre le cap sur El Oued. La ville d'El Oued qui connaît de très belles oasis et aussi surtout ce qu'on appelle les... en fait ce sont de petites oasis comme ça plantées dans le sable qui permettent une très bonne cueillette d'une date succulente. On va voir un petit peu cette région avec Nassima Imloul notamment qui s'est déplacé sur les lieux. Avec ses 4 millions de palmiers dattiers, la wilaya d'El Oued occupe la deuxième place à l'échelle nationale dans la récolte des dattes qui va dépasser cette année les 2,7 millions de quintaux, notamment la variété de Deglet Nour. L'aide financière de l'État dans le cadre du soutien agricole, où certains ont bénéficié de puits, d'autres de matériel d'irrigation, a permis une bonne production de dattes qui va atteindre ou dépasser les 2,7 quintaux, toutes variétés confondues, sachant que notre wilaya produit plus de 65% de la variété des Gletnor. Les cultivateurs qui se réjouissent de cette belle production en qualité et en quantité espèrent des facilitations durant la commercialisation sur le marché local et une éventuelle ouverture à l'exportation vers l'étranger. On a eu une riche productivité, meilleure que celle de l'année précédente.
Le commerçant est le seul gagnant. L'agriculteur est perdant car il n'a pas où vendre la récolte et ne peut même pas l'exporter. Cette année, la production est abondante. Nous avons eu une bonne récolte, Dieu merci. Raison pour laquelle nous faisons appel aux ministres et aux autorités à travers vous pour valoriser plus de palmiers et surtout résoudre le problème de l'exportation. Les producteurs aspirent à un meilleur soutien pour la filière des dattes et souhaitent voir plus d'encouragement pour les projets touchant au conditionnement et à l'emballage, ainsi qu'à la création d'espaces suffisants pour le stockage et la réfrigération. Des exemples, donc. Il y a des exemples, ouais. Oui, nous sommes déjà à l'antenne, Hamid Belkacem. Bienvenue, bonjour. Bonjour à tous. Oui, on était en train de décortiquer un petit peu l'arrière-plan, la vue d'Alger. On saura pourquoi dans un petit moment, mais parlons un petit peu de la thématique qui nous réunit ce matin. Donc on va parler des risques majeurs. Oui, il y a plusieurs risques majeurs. Au niveau international, les Nations Unies ont déterminé 14 risques majeurs depuis les événements, j'allais dire dramatiques. L'Algérie est à la confluence de deux plaques tectoniques, donc le risque que nous connaissons le plus et le mieux malheureusement, c'est le risque sismique. Tout à fait. Mais il y a aussi d'autres risques. Il y a les feux de forêt, il y a le risque les inondations, malheureusement, qui deviennent de plus en plus récurrentes avec les bouleversements climatiques. L'expérience de 2001 nous a un petit peu marqué parce qu'il fallait justement... on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt pour ce type de catastrophe, par exemple. En fait, aucun pays n'est prêt, hein, mais c'est l'ampleur de la catastrophe qui détermine les actions post-catastrophe. Ce qui a été fait après un certain nombre de catastrophes, notamment le séisme de Boumerdès, l'explosion sur la plateforme pétrochimique de Skikda en janvier 2004, tout cela aboutit à la promulgation d'une loi. La loi du 25 décembre 2004, la même année que l'explosion de Skikda, la loi relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. C'est très important cette loi est très importante parce qu'elle permet de codifier un certain nombre d'actions à entreprendre et d'où l'image qui est en arrière-plan, on le voit, Alger est encastré, il n'y a pas Al Jazair, c'est un îlot qui est encastré dans le port et le port est encastré dans la ville. On voit que l'activité portuaire nécessite un certain nombre d'infrastructures et industrielles et énergétiques. Il y a un dépôt de carburant, il y a un quai relatif au GPL, gaz de pétrole liquéfié. Il y a une centrale électrique à l'intérieur même du port d'Alger qui est lui à l'intérieur de la ville. Tout cela doit être codifié par la loi, c'est le cas, par un plan général de prévention, mais aussi par des exercices, des manœuvres de simulation d'incendie, d'explosion. On revient à 2004, il y a eu au mois de janvier une situation très dramatique avec l'explosion qui a endeuillé Sonatrach, qui est le premier opérateur en Algérie, premier opérateur économique, qui était certes certifié, mais vous savez, on le sait depuis Fukushima, pays hautement technologique, le risque zéro n'existe pas. Absolument. Et en Algérie, nous sommes un pays pétrolier. Tout le monde d'aujourd'hui est content d'avoir un véhicule, d'avoir du gaz naturel à domicile, mais d'avoir de l'électricité, mais il faut savoir que pour avoir justement ce gaz naturel, il faut des raffineries. Il faut des raffineries, il faut des postes de compression, il faut faire arriver ces hydrocarbures, que ce soit du sans-plomb ou du gaz naturel depuis le sud où il y a des forages, vers des pipes, par des canalisations, vers des raffineries, vers des postes de compression pour le gaz, vers des centrales électriques pour l'électricité. Donc, il y a des sites de production, il y a des canalisations ou des lignes de transport, il y a de la transformation, basse ou haute pression, il y a du raffinage, il y a du stockage pour les carburants, il y a de la distribution. Et puis, vous avez l'utilisateur final qui est le citoyen. Au jour d'aujourd'hui, vous avez toute une problématique qui est certes cernée par la loi, mais on est très, très réfractaires, nous autres Algériens, à tout ce qui est sensibilisation. Le risque, on entend parler... Vous avez cité un nombre justement voilà, tout un parcours, un cheminement justement du gaz et de ses composants. Chaque élément constitue à lui seul un foyer de danger. Tout à fait, vous avez des risques, mais lorsque il y a un danger sur un puits isolé du côté
du Grand Sud algérien, c'est un risque qui est très localisé et sur lequel les entreprises intervenantes, les entreprises spécialisées du secteur pétrolier sont rodées à la réaction d'abord rapide et à la gestion de ce risque. Mais lorsque ce risque... À l'entretien aussi. Il y a des entreprises de services qui ne font que de l'entretien et de la maintenance. Lorsque ce risque devient malheureusement réalité sur le parcours et que ça se fait en dehors des villes, il n'y a pas de souci. Une fuite sur un gazoduc ou sur un pipe en dehors d'une agglomération urbaine ne constitue pas un risque majeur. Le risque majeur, au sens impact sur la santé ou sur la vie humaine, c'est un risque qui se déroule à proximité des villes. Or, à l'exemple, par exemple, de Béjaïa. Les citoyens s'étaient plaints à un moment donné. Donc, oui, mais les citoyens se plaignent, c'est leur droit, mais il faut juste dire quelque chose. Béjaïa, Skikda, Arze, Alger aussi. On prend juste un exemple. Vous avez une raffinerie à Alger, Braqi, Siderzine. Quand les pouvoirs publics avaient décidé d'implanter cette raffinerie à Braqi, c'était une zone perdue. Il n'y avait rien tout autour. Et puis, petit à petit, l'extension, oui, enfin, c'est pas l'extension d'Alger, c'est beaucoup plus, je ne sais pas si je dois dire anarchie urbanistique ou urbanisation anarchique, mais le fait est là, autour de la raffinerie de Braqi, il y a de plus en plus de constructions dans le premier périmètre de sécurité de la raffinerie. Sur les gazoducs, sur les pipes, très dangereux, les gens ont détruit les alignements, les balises des gazoducs qu'ils ont construits dessus. Ce n'est sûrement pas la faute, on va dire, à l'État central, mais aux collectivités locales qui sont souvent absentes et qui ne font pas preuve de sévérité à l'encontre de ceux qui construisent pas loin des périmètres de sécurité. Mais c'est pas... C'est vrai que l'attente est longue par rapport aux personnes vraiment sensibilisées à cela. Lorsque, même si l'alerte est donnée, donc la réaction tarde à venir par rapport à ces constructions illicites. Vous savez, le parcours, oui, quand on notifie à quelqu'un, il ne doit pas, vous ne devez pas construire sur ce site, entre le moment où on lui notifie la chose et tout, lui ne s'arrête pas. Au contraire. Et donc, vu cette lenteur, le père de famille construit, mais il ne sait pas, au-delà du fait qu'on doit arrêter la construction, il ne sait pas qu'il est en train de mettre en danger sa propre famille. Mais il y a, j'allais dire, pire que cela, puisque le vrai risque au jour d'aujourd'hui, ce sont toutes ces petites unités, parce que, vous savez, les grosses unités sont aujourd'hui certifiées. Vous avez un système de contrôle en interne et vous avez des organismes tels que la protection civile qui, au niveau de chaque wilaya, a un service de prévention qui contrôle l'ensemble de ce qu'on appelle les sites classés. Donc, c'est ou installation ou établissement classé. Une raffinerie est un établissement classé. Une petite station-service est un site classé. Au jour d'aujourd'hui, on est très content d'avoir une station-service pas loin de notre domicile. Mais vous savez, une station-service au sein de la ville, sous votre immeuble, c'est une mini-bombe à retardement. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde comprenne, adhère à cette problématique et à ces débuts de solution. Sortir toutes les stations-service en dehors des périmètres urbains n'est pas chose facile. Or, j'allais dire, c'est presque une obligation légale. Il va falloir arriver un jour à sortir de toutes les villes, les stations-service et les mettre dans la périphérie. Mais en parallèle, il faudrait que dans cette même ville ou wilaya, que l'on maîtrise l'urbanisation pour qu'une fois sorti, on ne retombe pas dans le même... On ne va pas reconstruire à côté de la nouvelle station, vous voyez. Il y a une autre... C'est-à-dire la gestion, finalement, la gestion de ces dangers majeurs revient toujours à la case de l'urbanisation. C'est-à-dire que, voilà, à la base, donc, en amont, il faudrait réfléchir, donc, à l'installation de tout foyer industriel. Il faut être un peu plus sévère. Vous savez que l'Algérie dispose depuis 2010 du SNAT à horizon 2030. Le SNAT, c'est le schéma national d'aménagement du territoire à l'horizon 2030. Il a été adopté en 2010. Lui détermine les risques majeurs, les zones où l'on doit construire, les zones où l'on ne doit pas du tout construire. Malheureusement,
On le voit, c'est vrai que vous allez me dire c'est tout à fait récent, 2010, cette problématique de risque majeur. Le risque, il est là, on vit avec. Tout le monde est content d'avoir un véhicule, donc d'avoir une station-service, d'avoir une gazinière à la maison, donc d'avoir du gaz. Mais ce gaz, on l'a dit en début de cette rubrique, il a un cheminement. Et dans ce cheminement, on doit respecter le schéma national de l'aménagement du territoire. Au jour d'aujourd'hui, le risque le plus important, à mon avis, ce sont ces petites, je dirais même pas unités industrielles, ce sont ces petits ateliers disséminés au cœur de la ville. On l'a vu, ça fait quelques années, un petit atelier dans la commune de Belouizdad, à Alger, comme à Alger Centre, qui fabriquait de l'eau de Javel. L'eau de Javel est un produit, j'allais dire, du quotidien, qu'on utilise tout le temps. Mais il faut savoir que c'est du chlore, que le chlore est classifié par des organisations internationales comme étant une arme chimique, et avoir un atelier de fabrication quasiment d'armes chimiques au cœur de la capitale, oui, c'est pas normal. Parce que l'eau de Javel, c'est de l'eau de Javel. Vous avez des milliers de distributeurs à travers le territoire national qui vous révèlent vendredi matin, Javel, ok. Mais ces ateliers clandestins ne sont pas soumis à un contrôle, parce que les organismes de contrôle comme la protection civile ne contrôlent que les organismes qui ont un local identifié, qui ont un registre commerce, qui ont une activité déclarée. Quand ça se fait dans l'informel, ça pose problème. Hamid Belkacem, parle-nous un petit peu de ces industriels qui ont compris un petit peu, qui ont appris la leçon, et à l'exemple, par exemple, de la cimenterie qui se trouve au niveau de Bolloré, donc qui a modifié complètement sa politique en fonction des nouvelles donnes environnementales. Je vais être un petit peu méchant en disant que ce n'est pas tant une action volontaire, mais une obligation légale. La cimenterie de Bolloré, comme celle de Reis Hamidou, comme beaucoup d'autres, ce sont des entreprises économiques. Et l'entreprise économique ne marche que pour et par le profit. Donc, c'est faire des bénéfices. Mais lorsque la loi est là et donne des injonctions, allant jusqu'à la fermeture d'une cimenterie parce que cette entreprise n'a pas respecter ses obligations légales, la loi impose aujourd'hui un minimum de rejet dans l'atmosphère, et les cimenteries sont tenues d'avoir des dispositifs de traitement des fumées, que ce soit un filtre à manche, un électrofiltre, un filtre à particules, mais toujours est-il que on doit veiller à ce que l'investissement soit fait en temps, et que cet investissement, il faut qu'il soit respecté. Malheureusement, pour Bolloré, enfin Reis Hamidou, c'est vrai que l'investissement a été fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, mais j'allais dire le contre-pouvoir, c'est le réseau de Safia qui n'est pas tout à fait opérationnel. Et donc on a l'entreprise ou la cimenterie de Reis Hamidou a beau faire un investissement, l'organe de contrôle ne dispose pas aujourd'hui d'outils à même de contrôler la cimenterie. La cimenterie va dire oui, j'ai installé des filtres, oui, je n'émets pas assez de nocivité dans l'atmosphère, mais il n'y a pas il y a des organismes tels que l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable, mais qui n'est pas aujourd'hui outillé pour faire correctement son travail. Il y a eu, de par le passé, un réseau dans les villes, notamment Alger, Oran, Annaba, Safia, mais qui connaît aujourd'hui des difficultés de fonctionnement. Ben justement, j'allais poser la question, qu'en est-il justement de ce dispositif dont on a entendu énormément parler, qui devait veiller au grain par rapport à notre environnement, à l'urbanisation d'Alger, entre autres. Et... Il faut le réactualiser parce qu'il a été fait, j'allais dire, un petit peu dans l'urgence, parce qu'il y a eu des lois sur la prévention des risques majeurs, il y a eu des lois sur la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, mais c'était... Souvent, il y a des effets d'annonce parce que l'Algérie est signataire d'un certain nombre de conventions internationales. Donc, on se presse à réaliser un certain nombre on crée des agences, on met en place des dispositifs, des équipements, mais c'est pas suivi d'effets. Honnêtement, c'est beaucoup plus des effets d'annonce qu'une vraie politique de gestion de l'environnement et de la pollution. Au jour d'aujourd'hui, vous allez dans la plupart des villes, il n'y a pas de dispositif d'alerte
Quant à la pollution, il y a eu des cas. Il y avait une unité de zinc du côté de Razawet et les gens ont dû fuir, ça fait quelques années, leur domicile parce qu'il y a une fumée orange qui est sortie de cette unité et les gens ne savaient pas. Il n'y avait pas de système d'alerte, il n'y avait pas de système d'analyse de la qualité de l'air. Laquelle qualité d'air peut être juste la circulation automobile, hein, ça peut être les gaz d'échappement, et à un moment donné, il y a un dispositif qui est en place pour contrôler et gérer la circulation, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on peut arrêter la circulation sur certains boulevards parce que le taux de saturation en gaz d'échappement est élevé. Et ça, il faudrait, je pense, se remettre à trouver des solutions telles que étendre le réseau Safia et le rendre surtout opérationnel. Excellent. Merci beaucoup Hamid Belgassem. Donc voilà, je répète ce que je disais tout au début de l'émission, que c'était une rubrique qui s'installait dans Bonjour d'Algérie. J'aurais dû commencer par vous dire bienvenue. Oui, bienvenue dans le risque majeur, mais qu'on entend. En fait, il faut pas, il faut juste sensibiliser pour que monsieur tout le monde, hein, qu'on peut s'intéresser au risque, parce que dans le risque, il y a la partie communication et je suis très content quand sur Canal Algérie, on aborde la partie sensibilisation, communication face au risque majeur. Très bien. Merci infiniment. Donc, Merci on vous attendra pour la semaine prochaine, Hamid. Inch'Allah. Voilà, je rappelle également que vous êtes membre fondateur de l'association Récif qui lutte justement en vue de préserver notre environnement. Et c'est l'affaire de tous l'environnement. Absolument. Merci. Passez une excellente journée. On revient vers vous, mesdames, messieurs, pour vous donner la suite du programme de cette matinale. Nous allons faire un gros plan sur une rencontre euro-maghrébine qui s'est déroulée en marge du SILA, Salon international du livre d'Alger. Et c'est un reportage signé Yazid Aït Mahiddin. Souvenir n'est pas juste le tube de Johnny Hallyday, mais c'est toute la fabrique des mémoires, des ambiances, des senteurs qui émergent pour servir de matière première à l'acte d'écrire. Nasser Belloula, Eoan O'Hare, Pedro Martinez et tant d'autres ont débattu de leur expérience d'écriture et les thématiques des sources de l'inspiration. Ce matin, c'est sur le souvenir, donc l'apport du souvenir dans l'écriture. Alors, c'est les Aurès? Les Aurès toujours. Non, mais je pense que c'est une thématique qui est assez globale, donc ça dépendra de l'orientation de l'animateur, des questions, pour voir vraiment ce qu'ils veulent dire par l'apport de l'écriture, parce que c'est vaste. Je trouve ce thème très intéressant et très préoccupant pour moi, parce que c'est la matière première, pour un écrivain, c'est le souvenir. Et aussi, c'est le souvenir, je pense que c'est la nourriture de l'âme, de l'esprit. Caso, pienso que la inspiración es algo divino, es algo que nace del interior del alma y es un don que se entrega desde el momento que nace, que luego posteriormente se va creando a través de la práctica. Donc personnellement, je pense que l'inspiration est un don divin. C'est quelque chose qu'on possède déjà à la naissance et ensuite qu'il va falloir créer, qu'il va falloir développer afin peu à peu de pouvoir le manifester, l'exprimer dans la poésie. Modérée par le spécialiste de la littérature Mziane Farhani, cette 10e édition des rencontres des écrivains euro-maghrébins nous ont permis de découvrir le talent des acteurs culturels du paysage euro-maghrébin. Je pense que notre volonté, c'était de réunir des écrivains des deux côtés de la Méditerranée autour d'un thème qui est celui d'où ils tirent leur inspiration, puisque ce sont voilà, les souvenirs sources d'inspiration. Donc ce n'est pas tellement pour trouver des souvenirs communs, même si ça peut être aussi partie de la discussion, mais c'est surtout pour réunir et juxtaposer des approches à l'écriture des deux côtés de la Méditerranée. Une petite école buissonnière s'impose pour entendre Louis au couplet de la poésie espagnole. Extraño entre aquellos que un día reíamos y bebíamos juntos.
je suis devenu un étranger et étrange parmi tous ceux avec lesquels, il n'y a pas si longtemps, nous étions en train de boire et de passer du temps ensemble. Quizás cómplices de la misma aventura. ¿Qué palabras ante el escenario? Sans doute, sommes-nous tous restés complices? Quels mots aussi difficiles à comprendre et à atteindre. Les maisons d'édition étaient nombreuses à prendre part à cette nouvelle édition du SILA, Salon international du livre d'Alger. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le représentant de la maison d'édition d'Ahleb, en l'occurrence M. Chegran. Bienvenue. Oui, ahlan. Et vous êtes venu avec un auteur qui a signé son ouvrage justement lors de cette rencontre du SILA, donc M. Cheikhi Bardadi, bienvenue. Merci. Vous êtes également militant de la première heure et vous avez donc été journaliste également, auteur de plusieurs livres, dont celui dont on parlera aujourd'hui. Inch'Allah. Bienvenue en tout cas sur le plateau de Bonjour d'Algérie. On va commencer par les éditions d'Ahleb qui sont venues avec plusieurs ouvrages justement prendre part à cette rencontre ô combien attendue par les férus justement de la lecture et de la littérature. Merci. Alors pour l'année 2018, nous avons édité 12 ouvrages. Oui. Le premier, c'est celui-ci, Itinéraire d'un militant de Zahiri Hadaden, Allah yarhamou. Ce livre est sorti le 20 janvier, 3 jours avant la mort de l'auteur. L'auteur Hadaden qui a formé des générations et des générations de journalistes. Donc il est décédé. Son ouvrage est sorti donc 3 jours avant son décès. Oui. Et le voilà. A-t-il eu l'occasion de voir son ouvrage? Oui, il était sur son lit d'hôpital. Je lui ai remis en présence de sa famille. Donc il a vu son ouvrage, son dernier ouvrage. Allah yarhamou. Oui. Voilà. C'est l'itinéraire, il parle de sa famille, de ce qu'il a fait durant sa carrière. Bon, c'est un militant. C'est un livre autobiographique, donc c'est également une personnalité justement qui a participé à la guerre de libération. Oui, exactement. Il était responsable à Tétouan du journal Le Moudjahid, et donc il a fait son devoir de Moudjahid, surtout dans la presse. Très bien. On va parler aussi des autres ouvrages que vous avez amenés avec vous. J'ai voulu vous présenter celui-ci. C'est le Chahid Abdelkader Nimouni. C'est le premier éditeur algérien en 1946. C'est lui qui a édité les premiers ouvrages. Donc, il avait une maison d'édition qui s'appelait Nahda, qui était plus une maison qui réunissait les nationalistes à l'époque, en 1946. Il a été le premier à éditer Katb Yassine, dans un ouvrage qui s'appelle Abdelkader et l'indépendance algérienne. Donc là, il y a toute sa vie. Là, donc Abdelkader Nimouni est mort le 5 avril 1961 dans un accident de voiture du côté de Barwakia, mais c'était un assassinat. Donc c'est pour ça que nous avons intitulé le livre Le Chahid Abdelkader Nimouni. Donc il est né en 1917. Il est mort à 44 ans, il était dans sa voiture avec ses enfants, son épouse, et il a eu cet accident donc à Barwagia. Donc dans ce livre, on parle de sa jeunesse, de son travail d'éditeur, et il a été donc journaliste. Qui a choisi justement de mettre en relief ce parcours exceptionnel? Bon, ils sont trois auteurs. Bon, d'abord, il y a son fils, Omar Mimouni, il y a également son frère, Hamida Mimouni, et il y a eu un troisième personnage qui a également prêté main forte à cet ouvrage, c'est Hachmi Arabi. Donc vraiment des proches du Hachmi Arabi était également son ami, mais Hachmi Arabi est décédé également il y a 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on a tout fait pour sortir le livre le plus rapidement possible. Donc c'est un ouvrage très intéressant. Excellent. Voilà. Et ce sont déjà 2 ouvrages qui cadrent très bien avec cette célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution, donc 1er novembre. Ensuite, nous avons réédité cet ouvrage de Charles-Henri Favreau, La Révolution algérienne. Oui. Donc Charles-Henri Favreau est également décédé le 15 janvier 2017. Oui. Donc il y a eu un hommage qui lui a été rendu par l'ambassade d'Algérie en Suisse, et nous avons donc profité de rééditer ce livre qui a été épuisé. D'accord. Donc voici le... Et ça fera plaisir aux personnes qui n'ont pas réussi à se procurer cet ouvrage et qui le rechercheraient éventuellement. Alors,
Charles-Henri Favreau a été donc journaliste et il a quand même aidé les deux parties françaises et algériennes à se rencontrer. D'ailleurs, il a été, il a mis en contact. On va dire un petit peu un bon médiateur. Un bon médiateur. Il a obtenu donc un rendez-vous pour l'émissaire français Claude Chailly avec M. Saad Dahleb le 2 février 61 dans un hôtel à Genève, l'hôtel d'Angleterre. Donc c'est un ami de l'Algérie. Ce sont des pages de notre histoire qui sont racontées donc, dans ces ouvrages que vous avez sélectionnés pour cette matinale, mais également pour cette édition du SILA. Voilà. Alors, maintenant, on a sorti un autre ouvrage bon, qui n'a rien à voir avec qui sera un peu différent, celui-là. Oui, celui-là, il n'a rien à voir avec... déjà la couverture avec... voilà. C'est l'Empire ottoman. Des souverains ottomans qui sont sur la couverture. Donc tous les sultans ottomans, 37 sultans ottomans, jusqu'à la chute de l'Empire ottoman, avec l'arrivée de Kemal Atatürk. Donc c'est un ouvrage qui n'a rien à voir avec la Révolution, mais à l'intérieur, il y a la partie algérienne. Donc l'arrivée des Turcs en Algérie à la demande des Algériens, à partir plusieurs de 1500. Siècles de présence ottomane. Voilà, il y a eu donc 1500 jusqu'au 1830. Donc voilà donc cet ouvrage. Ensuite, on va parler donc brièvement des livres qui sont sortis également chez nous, bon, qui méritent attention. Donc un livre de médecine, l'orthopédie du professeur Kihal. Nous avons des chroniques et mentalités d'un recueil de textes parus dans le journal Oran et le Carrefour de Mostafa Ben Sherif, et un livre sur la diplomatie multilatérale de l'Algérie aux Nations Unies qui sort aujourd'hui, de Noureddin Ben Freha. Pour arriver à l'essentiel de notre réunion aujourd'hui, c'est la guerre de libération vécue par un lycéen. À travers le regard et le vécu de Cheikh Bardadi, présent avec nous, qui nous fait l'honneur ce matin d'être avec nous dans Bonjour d'Algérie. La guerre de libération vécue par un lycéen, Wilaya 4, 1956-1962. En 1956, vous étiez étudiant. C'est exact, oui, j'ai été étudiant au lycée de Miliana, j'étais en terminale. Maintenant, il s'appelle Besfa Ferrokhillah, et nous avons eu ce plaisir de nous rencontrer quelques-uns à Miliana. J'ai commencé... L'élite dirigeante compte plusieurs éléments en son sein qui sont issus justement de ce lycée, qui ont fait justement un passage par ce lycée, célèbre lycée de Miliana. C'est exact. C'est exact. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont pris ce chemin-là et qui ont fait le maquis en même temps que moi au maquis, et qui ont pu rédiger ces livres-là, qui sont pratiquement l'histoire de toute la région, y compris depuis l'arrivée des Français à l'époque. Auparavant, c'était le colonat turc, mais par la suite, il y a eu des événements qui ont fait que ce pays ou cette région a connu un effet révolutionnaire qui lui a donné un éclat un peu particulier dans toute la région, qui englobait depuis la Méditerranée jusqu'à l'intérieur du pays, jusqu'au fond de la Kabylie et le Ouarsenis, etc., pour pouvoir englober toute la région. Voilà, en tout cas, l'éveil, pour revenir un petit peu à cette genèse, l'idée du livre, voilà, va jusqu'à la genèse de votre engagement. Donc, vous étiez à l'époque lycéen, et à cette époque-là, il y avait l'éveil justement patriotique, l'éveil justement des consciences par rapport à cette colonisation était très prononcé dans ces milieux-là. Effectivement, ça a commencé déjà depuis l'émir Abdelkader à cette époque-là, qui avait fait pas mal de batailles dans la région, y compris Sidi Boulfred, Sidi Bounama, à l'intérieur de la caserne de Miliana, etc. Pas mal de batailles qui ont fait que le peuple a éclos avec ce choribori qui existait, et en même temps qui a donné un élan nationaliste qui a fait que le peuple a réuni, s'est embrasé autour de Khamis,
Miliana, et en même temps le Zakar et l'Ouarsenis. C'était une zone des plus actives du temps de la guerre de libération déjà. Dans votre ouvrage, justement, vous parlez de votre région, donc Khmis Miliana, Emiliana, et puis en même temps, vous relatez tous ces faits. La part du lion, a été, comment dire, accordée à deux étapes. Disons, cette étape d'engagement, de départ vers le maquis, mais aussi une mission qui vous a été confiée, qui était très, très importante. J'ai eu beaucoup de missions. Vers la Tunisie. Non, celle de la Tunisie a l'air a pris quand même. C'est exact, c'est exact. Une part importante dans le récit. C'est vrai, parce qu'à l'époque des années 57-58, on commençait, la Wilaya 4 de manière générale commençait à avoir un relent, disons, d'armement qu'il fallait absolument armer la population qui existait déjà au Maquis à cette époque-là, et qui pouvait faire continuer la guerre pendant X années plusieurs. C'est vrai que nous avons eu des phénomènes, notamment, je parle de Omar Ousdir qui m'avait envoyé en mission en Tunisie, et ça a duré pratiquement 3 mois, entre l'aller et arriver en Tunisie, armement, etc. Pendant cette période-là, nous avons connu d'étapes, ou de plusieurs étapes, qui nous ont fait goûter la bleuite d'une part, nous ont fait goûter aussi les méfaits du climat, avec la grippe asiatique que nous avons contractée en plein milieu de la Wilaya 4. Il y a eu des événements tels que les événements des Aurès, qui c'est un pays libre à cette époque-là, où nous avions vécu toute la région, depuis Sétif jusqu'à l'arrivée du côté de Sidi Oqba, tout au fond de la montagne. Et nous sommes revenus. J'ai rencontré pendant cette période-là Sil Hawes, qui était chef de zone à cette époque-là, chef de zone de la Wilaya 1 à cette époque-là, il n'était pas encore en Wilaya 6, et qui nous avait accueillis d'un brin amical. Et, vous étiez jeune, il faut le dire. Vous étiez très jeune. Oui. Et vous dirigez déjà pas moins de 130 genoux. Effectivement. Et qui étaient tout aussi jeunes que vous. Aussi, il y avait des 80 qui étaient entre 20 et 25 ans maximum d'âge et qui ont combattu pratiquement tout au long de la filière. Nous avons eu pas mal d'anicroches, disons, au sein du maquis, et nous avons eu par la suite à rencontrer des gens de grande envergure, tels que Ali Nmer, tels que c'est Salah, entre autres, sur ce parcours. C'est Salah. Voilà, entre autres. Effectivement, oui. On a rencontré tout ce monde-là et on a vu la révolution, ce qu'elle était au fin le véritable sens de la révolution, aussi bien ces jeunes-là qu'au sein des jeunes que je pouvais commander pendant cette période-là. Vous avez sillonné le territoire à travers plusieurs wilayas, donc la wilaya 4, la wilaya 3, la wilaya 1, voilà, donc la wilaya 6, tout ce parcours. Et par la suite, c'était à l'extérieur de la Révolution où je commençais, où nous avions, il y avait au Amran à cette époque-là, il y avait Salah, etc., pas mal de révolutionnaires qui espéraient pouvoir dépasser ce stade de la confrontation militaire entre militants algériens et les colonisateurs français, mais qui espéraient faire une armée moderne. Et c'est ce que nous avons fait pendant l'Égypte, la Syrie, l'Union soviétique, etc. Où vous avez reçu une formation de pilote. Effectivement. Et nous devions entrer en activité juste après l'indépendance, quand les accords d'Évian ont été signés par Saad Dahleb en l'occurrence. Et juste après, nous avons eu la chance de ne pas
avoir une bataille franche entre aviation française et aviation algérienne pour pouvoir faire rentrer mais les pilotes étaient là, ils étaient prêts, ils ont été formés. C'est-à-dire qu'il y avait même un projet d'acheminement d'hélicoptères en pièces détachées pour un montage dans le maquis. Et donc, on ne savait pas à quel moment l'indépendance allait survenir. Ce sont de très beaux récits qu'on peut découvrir. Une histoire qui n'est pas racontée à l'école et qui ne peut être découverte qu'à travers ces témoignages vivants. Donc voilà, c'est ce qu'on peut découvrir en tout cas, Monsieur Cheikhi Bardadi, dans votre ouvrage. Rappelons un petit peu la guerre de libération vécue par un lycéen, Wilaya 4, 1956-1962. 3 ans, on se dit 3 ans, c'est rien dans une vie, mais pendant une révolution, c'est vraiment c'est l'équivalent de dizaines d'années. Et puis il y a eu d'autres événements qui étaient d'importance à l'intérieur du pays. Nous avons combattu énormément les anciens de Belounis, les anciens de Boumad, les anciens de ces régions-là qui ont fait des éclos au sein de la guerre de libération et que je raconte dans ce livre-là. Merci beaucoup, Monsieur Cheikhi Bardadi. Merci également à Monsieur Wichegran, mais vraiment brièvement parce qu'on arrive à la fin de la séquence. Je voulais rajouter dans le livre, il y a un passage où Monsieur Cheikhi Bardadi a été blessé. Oui. Il est en même temps blessé de guerre. Oui. Donc l'événement est cité dans le livre. Il a été donc soigné par la population et il a repris le combat. Donc il avait une balle de centimètres du cœur, c'est ça? Oui, ici, là. Oui. Juste au niveau du cœur. Et il a même continué le combat au-delà de 62, puisqu'il a formé des générations et des générations de militaires, puisqu'il a regagné aussi le corps de la défense nationale au titre de... Vous avez été jusqu'à... Colonel. Vous avez fini colonel, donc de l'aviation. À l'époque, il n'y avait pas encore de généraux. Oui, tout à fait. Merci infiniment donc à vous, Monsieur Cheikhi Bardadi, d'avoir été parmi nous. J'espère qu'ils seront nombreux à venir découvrir le reste du récit en lisant le livre qui est présent aussi là, donc dans le stand réservé aux éditions d'Ahleb. C'est bien cela. Merci beaucoup. En tout cas, les événements sont multiples. J'imagine que vous appréciez votre présence aussi là, puisque les rencontres sont multiples. Un invité d'honneur, mesdames, messieurs, aussi là de cette année, Costa Gavras, le célèbre cinéaste, primé plusieurs fois, détenteur d'Oscar et aussi de Palme d'Or, ce qui est rare pour les réalisateurs de manière générale. Donc, son premier film avait été tourné ici même en Algérie. Il lui a valu justement cette première consécration, un Oscar du meilleur film étranger. Donc Z est de retour à Alger et de retour à son berceau. Donc il sera diffusé à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 9 de ce mois en cours à la salle Ibn Zeydoun. Donc vous pourrez donc revoir les œuvres majeures de ce célèbre cinéaste, donc à raison d'une projection à 18h, mesdames, messieurs, et le vendredi à 15h à la salle Ibn Zeydoun. Mais bon, il est toujours là, il est présent aussi là, il participe aux rencontres. Une très belle rencontre l'a réunie avec le lectorat donc du SILA samedi dernier. Donc c'était une foule nombreuse qui était venue rencontrer Costa Gavras à l'occasion de la signature de son tout nouvel ouvrage, Va où il est possible d'aller. Donc voyons un petit peu le compte rendu de cette rencontre et nous nous retrouverons avec l'invitée suivante. Costa Gavras et l'Algérie, c'est une histoire de passion et de succès. Tout commence avec Z, un film algéro-français réalisé en 1969, un film qui connaîtra un succès mondial et propulse Costa Gavras au devant de la scène. Prix du jury de Cannes en 1969, en 1970, il reçoit l'Oscar du meilleur film en langue étrangère pour Le Conte de l'Algérie et le Golden Globe pour le meilleur film étranger. Moi j'ai connu ceci, vous savez, quand on est arrivé ici faire le Z, c'était très peu d'années après l'indépendance. On avait créé, enfin, l'OSIC avait été créé et des films importants ont commencé à se faire.
dans un pays sans tradition cinématographique comme la France, l'Angleterre, l'Amérique, etc. Et ces films-là ont fait des tours du monde, ont eu des prix, etc. C'est des cinéastes importants sont nés. Bon. L'histoire d'amour de Costa Gavras avec l'Algérie ne s'arrête pas là. Il reviendra souvent présenter des films, défendre des causes justes et parler de cinéma. Et je pense que la seule façon de pouvoir continuer avec cette liberté, c'est que chaque pays ait son propre cinéma. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on vit, qu'on ne voit que des images des autres grands pays, que ce soit la France d'ailleurs aussi, hein, qui ont les moyens de les produire. Il faut que chaque pays ait son propre cinéma. Et pour que chaque pays ait son propre cinéma, il n'y a pas d'autre solution qu'une volonté politique. Le réalisateur de Z, L'Aveu, Eden Alouès ou encore récemment Le Capital revient en Algérie plaider son amour pour le 7e art. En 2006, il supervise Mon Colonel, un film produit grâce à la participation du ministère algérien de la Culture et la télévision algérienne. De rencontrer le président Bouteflika et avec lui, on a fait une sorte de rencontre avec des cinéastes algériens. On a parlé de cela et j'ai senti que sa volonté, c'était de recréer le cinéma, de ranimer le cinéma algérien. Costa Gavras, un nom qui résume à lui seul tout un pan du cinéma mondial, lui qui a trouvé l'amour en Algérie en épousant Michel, sa compagne de toujours, retourne retrouver les honneurs d'un pays qui n'oublie pas les engagements des grands hommes pour les nobles causes. Et oui, les grands hommes et les nobles causes sont à l'honneur puisque le SILA coïncidait cette année avec la célébration de 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une consoeur, une collègue de la télévision algérienne qui a choisi de se lancer dans l'aventure de l'écriture. Il s'agit de Karima Abed. Bienvenue Karima. Bonjour Radia, merci pour votre aimable invitation et l'attention et l'intérêt que vous portez à mon égard, à mon premier ouvrage et me donner cette opportunité pour mieux en parler. Donc merci Canal Algérie et bonjour chers téléspectateurs. Bonjour à vous Karima, vous avez l'habitude d'écrire avec l'image, donc l'image contribue à l'écriture de vos multiples reportages, ô combien intéressants, donc de grands reportages que vous avez réalisés tout au long de votre parcours à la télévision, qui ont été consacrés pour certains à un corps très spécifique, la police en l'occurrence. C'est ce qui vous a un petit peu mis au devant de la scène. Oui, tout à fait. Effectivement, une longue histoire avec le terrain, avec ses épines, ses risques, ses aléas. Mais c'était une école, oui, une vraie école. Donc, je me suis lancée dans les enquêtes sur la police algérienne depuis plus de 20 ans et plus de 20 grands reportages. Et quand je dis grands reportages, c'est 52 minutes et plus. Ça s'étale jusqu'à 1h45 minutes. Donc, dans ces enquêtes, j'ai essayé de joindre, si on peut dire, l'utile à l'agréable. De nous mettre au contact d'une réalité du terrain qu'on ne connaissait pas. Exactement. En fait. Vous avez levé le voile sur les secrets de la police. Je voulais sortir de la monotonie du travail des bureaux seulement pour attirer le téléspectateur parce qu'en finalité, je suis journaliste, je veux inciter le téléspectateur à suivre mon produit. Donc, j'ai essayé de jumeler en même temps, montrer le travail pertinent de la police algérienne et en même temps sensibiliser la société de certaines criminalités telles que la prostitution, la drogue, les vols, etc. Et sensibiliser tous les acteurs, l'école, la société. Ce sont des mots, pardon de vous avoir interrompu, Karima, ce sont des mots qui ont touché notre société et pendant longtemps ils ont été tabous, c'est-à-dire la télévision ne montrait pas ces tabous. Et vous avez brisé, vous êtes une briseuse de tabous. Oui, et vous avez montré cela, vous avez dévoilé ces quelques aspects de notre société, de toutes les sociétés du monde en fait. Nous faisons partie de tout un univers. Oui, exactement, c'était un défi et un honneur à la télévision publique algérienne, l'unique dans le temps. Alors faire passer des sujets tabous, c'était pas facile. Oui, on est conservateur. Oui, exactement. Si ce n'était pas ces sujets étaient traités avec professionnalisme et surtout avec éthique. Moi, les sujets que je traitais
toute la famille algérienne pouvait les regarder. C'est-à-dire, je veillais à l'image de la famille algérienne. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit en arabe, c'est-à-dire, tout le monde peut se permettre... Voilà, dans le respect de la nature de notre société. Bien sûr, c'est très important. Je ne jouais pas uniquement sur le caractère sensationnel du sujet sécuritaire pour casser certaines éthiques. Et c'est très important. Et c'est là, le sujet sécuritaire est trop délicat, sensationnel et appétissant pour certains journalistes aujourd'hui qui veulent jouer sur ça en oubliant le fond du sujet. Et c'est ce qui vous a amené Karima Abed à mettre au point cet ouvrage, à l'éditer, à parler justement des garde-fous de l'information sécuritaire en quelque sorte. Voilà, vous venez justement de parler d'un aspect, mais dans votre ouvrage, vous avez essayé de cerner la totalité des aspects, la manière aussi d'aborder l'information sécuritaire. Oui, cet ouvrage qui est le premier du genre en Algérie, l'information sécuritaire en Algérie, sachant que la bibliothèque algérienne ne compte pas ce type d'ouvrage, mis à part quelques thèses et mémoires. D'ailleurs, de ce fait, et en préparant ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2017, j'ai souffert en quelque sorte par rapport au manque de références. Donc, l'idée m'est venue de mettre ma modeste expérience à la disposition des étudiants et des journalistes. Donc, le livre qui compte 272 pages s'articule autour, et je précise une chose, le livre parle de l'information sécuritaire qui englobe tous les corps sécuritaires. Pas uniquement la police. La police algérienne, c'est l'échantillon sur lequel j'ai fait l'analyse quantitative et qualitative. Donc, je reviens, le livre compte 272 pages. Il s'articule autour des fondements techniques du sujet sécuritaire, les caractéristiques, les objectifs, les réglementations juridiques, professionnelles, éthiques et autres. C'est vrai que lorsqu'on aborde l'information sécuritaire, on va rester sur l'échantillon que vous avez choisi, la police en l'occurrence. Donc, on ne peut pas traiter un reportage ou en article, on ne peut pas déflorer certaines vérités avant le terme d'une enquête, par exemple. Donc, d'où un petit peu la sensibilité du sujet. Bien sûr. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a des paramètres dont il faut tenir compte dans la divulgation d'une information sécuritaire. Oui, c'est ce qui me réfère à accentuer sur la nécessité d'un journaliste bien formé. C'est-à-dire il faut qu'il passe par la polyvalence de beaucoup de sujets pour arriver à la spécialisation. Aborder des sujets sécuritaires tels que la police algérienne, c'est trop délicat et c'est une responsabilité. On ne peut pas traiter le sujet superficiellement. C'est une conception dans l'introduction, dans le fond et même la fin. C'est-à-dire c'est des messages à faire passer, un angle d'attaque très fort et qui cible, parce qu'en finalité, on tend à influencer le public. Et pour en arriver là, il faut vraiment avoir l'esprit créatif, il faut vraiment bien ficeler le contenu, et ça, c'est pas donné. C'est-à-dire, il faut avoir une certaine expérience, une certaine formation, et une certaine conscience de la nature du sujet sécuritaire. C'est vrai, l'Algérie a vécu quand même une décennie difficile où il était important de transmettre une information sécuritaire, mais vraiment selon un contexte très compliqué. Donc là aussi, est-ce que vous avez abordé ces aspects dans Oui, bien l'historique? sûr. D'ailleurs, quand j'ai commencé avec la police algérienne, c'était dans une période trop délicate, là où certains évitaient. Ils étaient ciblés, de toute façon. C'est un corps, les corps constitués étaient ciblés. C'était un honneur. Et si c'était à refaire, je le refais, je ne le regrette pas. Quand même, il y a des gens qui travaillent sur terrain. Et je ne parle pas uniquement de la police algérienne, notre armée, notre gendarmerie, les douanes, la protection civile. Donc, quand même, c'est un honneur. C'est un message fort à faire passer. La sécurité, l'information sécuritaire, c'est la sécurité de notre pays. C'est ça, c'est le message qu'on doit faire passer.
Et comment vous êtes-vous senti, Karima Abed, lors du SILA? Donc, vous avez autour de vous des auteurs chevronnés qui ont plusieurs ouvrages à leur actif. Vous arrivez avec votre premier et vous participez à ce SILA. Comment s'est déroulée la séance de signature de Al-I'lam al-Amni fil Jazair? Donc, votre ouvrage est intitulé ainsi, donc l'information sécuritaire en Algérie. Alors, comment a-t-il été apprécié par le lectorat? Alors là, Aradia, je peux dire, et sincèrement, je suis aux anges. La réussite relative de mon premier bébé, mon nouveau-né, l'information sécuritaire, ça a été une surprise et pas une surprise. Une surprise parce que je ne m'attendais pas que ça soit aussi, que les gens viennent comme ça. Nombreux. Nombreux pour en acheter. Et ce n'était pas une surprise parce que, comme je te l'ai dit, c'est le premier du genre. Donc, surtout, les étudiants en ont besoin. En faisant ma thèse de doctorat, à chaque fois, on me sollicitait pour leur donner, leur prêter aide et tout. Donc, il y a même des gens qui sont venus d'hors wilaya et je n'ai fait aucune publicité. Je n'ai publié que sur Facebook qu'il y a une vente dédicace. Et à mon grand honneur et à l'honneur de l'ONTV et de mes collègues, c'était vraiment le boom. D'ailleurs, apparemment, je suis classée parmi les premières qui ont bien vendu le livre et je ne parle pas de la vente parce que la valeur scientifique du livre prime pour moi. Très bien, excellent. Donc, vous êtes déjà invité pour une seconde signature, Karima Abed, lors du SILA. On peut donner la date, si vous le permettez. Oui, bien sûr, c'était pas prévu, mais comme le livre a bien marché, on m'a programmé pour une deuxième vente dédicace ce vendredi, Pavillon Central, Zancé, B57, édition ENAG, Entreprise nationale des arts graphiques. Alors, bienvenue à tous, les curieux pour... Et oui, qui vous ont suivi déjà à travers l'écran, qui auront envie certainement de vous lire également. Karima Abed, merci infiniment. Ce fut un plaisir de recevoir une grande journaliste, une journaliste de votre envergure, une journaliste d'investigation comme il en existe rarement chez nous. Merci beaucoup. Je renouvelle mes remerciements à vous, à Canal Algérie. Et je le dis et je le redis, cette réussite relative et la réussite sans démagogie aucune de l'ENTV, de mes collègues et du journalisme en général, qu'il soit privé ou public. Merci à vous. Merci encore une fois, Karima Abed. Les événements sont multiples, mesdames, messieurs, à Alger. Aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur le théâtre japonais qui s'est invité à Alger. Voici le compte-rendu de Siham Kenouch. Le théâtre traditionnel japonais s'invite à la salle Ibn Zaydoun, un spectacle organisé par l'ambassade du Japon en Algérie. Il s'agit du Kyogan, ou l'art du rire, un genre théâtral qui remonte à plus de 650 ans. C'est une forme de théâtre, une des formes traditionnelles de spectacle japonais avec le no et le kabuki qui sont plus connus. Et donc il y a deux acteurs qui vont jouer une pièce qui s'appelle Kopuri concernant un grand guerrier avec un vendeur de laminaires. Dans ce genre théâtral, chaque détail a son importance. Ça va de la diction jusqu'à l'habit et au pas suivi par l'acteur. Un genre de théâtre d'une grande richesse, très ancien. Il est inscrit depuis 2008 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et voilà, on était sur les planches justement d'un théâtre et lui, les planches, il connaît très bien. Il s'agit de Samir Rahmani, bienvenue. Merci, bonjour. Donc vous êtes danseur vous-même. Exactement, danseur chorégraphe. Danseur et chorégraphe, mais si on vous reçoit ce matin, Samir Rahmani, c'est pas ce titre-là, mais c'est sous une autre casquette, celle de l'association Ayad El Khair, dont vous êtes le président à présent. Bon, oui, je suis le président de branches AG Centre.
C'est une branche qui est au niveau d'AG Centre. Comme la grande présidente, elle n'est pas là, elle est en mission au niveau de la Tunisie. Donc, elle vous a délégué. Exactement. Excellent. Donc voilà, futur président de j'imagine, Samy, parce que vous avez beaucoup d'ambition. Vous êtes très investi aussi dans le travail caritatif. Aujourd'hui, donc, avec vos amis, vous êtes un petit peu concentré sur une frange très fragile de la société, l'enfance en l'occurrence. C'est bien cela. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé hier déjà. Bon, hier, c'était l'ouverture de la journée porte ouverte de l'expo des enfants abandonnés de Village Baba. On a fait une exposition de dessins, une exposition vente des bracelets à prix symbolique pour les aider. Donc, ça s'est bien passé, ça va? Ça s'est très bien passé. Il y avait des gens vraiment du bon cœur qui ont fait la charité avec nous. Donc vraiment, c'était un truc qui est touchant. Très bien, ils ont répondu à l'appel du cœur de l'association Ayad El Khair. Donc ça s'est déroulé où exactement? C'était au niveau de Didouche Mourad. Didouche Mourad, donc Didouche Mourad, donc c'est accessible à tous. C'est accessible à tout le monde. On est là une semaine. Très bien, pendant une semaine, donc les personnes qui souhaiteraient aider ces enfants pourront se rapprocher de l'association. Ça se situe où exactement? L'association se situe au niveau de Didouche Mourad. Didouche Mourad, mais à quel niveau de Didouche Mourad? C'est au niveau du siège du RCD. Ah, très bien. On n'est pas bon pour leur dire. Entre le Sacré-Cœur et... C'est entre le Sacré-Cœur pour leur dire qu'on n'est pas des politiciens ou quoi que ce soit. C'est une association sur un but non lucratif apolitique. On était avec les membres de l'association en train de faire une réunion dans la rue. Il y avait un chef de ce parti, il nous a dit venez, on va vous donner un... Vraiment, il nous a aidés. Il vous a un petit peu épargné la pluie. Hein. Il nous a donné un local, c'est l'essentiel. Sans récupération aucune. Voilà, exactement, sans récupération aucune. Vous teniez à le souligner, Samy Rahmani, donc on vous permet aussi de le dire pour qu'il n'y ait pas de confusion au moment de contacter l'association. Alors, parlons un petit peu de ce village qui se situe à l'ouest. Donc, vous êtes parti loin pour rencontrer ces enfants démunis. Et un petit peu la première fois qu'on est parti à ce village à Baba, le village abandonné à Ouedsouf, c'était le jour où il a été attaqué par la grosse épidémie de Bahama. Oui. C'était donc la rougeole a un petit peu exactement, ravagé. C'est l'association qui a sorti la première. Donc parce que c'est un village déjà où il n'y a rien, personne ne le connaît. Donc les familles, c'était des anciens nomades, ils vivent dans le sable. Dans la précarité complète, oui. Tout à fait, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz. Donc c'est nous qui avons lancé le premier numéro vert pour aider ces enfants-là, pour aider les gens. Après, on a décidé, moi et la présidente, on a dit pourquoi pas on part construire une crèche. Oui, parce pour ces enfants. J'imagine que enfants de nomades, donc pas de scolarité. Exactement, ils savent même pas, ils savent même pas c'est quoi son âge, ils savent même pas c'est quoi un téléphone. Donc on est parti, on a fait une crèche. Vous me racontiez qu'un de ces enfants a pris le téléphone pour un jouet? Oui, exactement, on a donné un téléphone portable, il est en train de jouer dans le sable, je lui ai dit non, c'est un téléphone. Il m'a dit non, c'est une voiture. Oui, pour lui c'est une voiture. Donc on a fait une crèche, on est revenu aussi, on a fait un jardin de loisirs pour ces enfants-là. On a ouvert un atelier de tissage pour les femmes, pour qu'ils puissent travailler et récolter un peu d'argent. Et on a fait un appel pour un petit bébé orphelin du père. Oui, le petit Bilal. Le petit Bilal, exactement. Donc un grand engouement, une grande mobilisation. Vraiment, il y avait une grande sensibilisation, il y avait des donateurs, il y avait un monsieur... Il a dit, je prends ce garçon, même il habite à Alouette, c'est moi son père d'Alger. Chaque 2 semaines, il lui envoie de l'argent, il lui envoie des couches, il lui envoie des vêtements. C'est ça qui nous a fait toucher le cœur. Le petit Bilal, il vivait dans une tente. Oui. Et sa tente, maintenant, elle est devenue sa chambre. Très bien. Vous lui avez donc équipé, on lui a rendu le sourire pour aider cet enfant. Et là, il va y avoir bientôt une circoncision de 150 enfants de ce village. Comment dirais-je, on va faire le Mouloud là-bas, on va faire une circoncision. C'est vrai qu'on est à la veille de Maoulid Nabawi Sharif. Exactement, et on va faire Ouada pour ces enfants-là et pour ces familles-là pour rendre la joie du Mouloud.
Pour ceux qui ne connaissent pas le Wada, qui nous suivent ce matin, le Wada c'est un grand repas, donc le repas du partage. Le grand repas dans avec la pure tradition, donc voilà. Comme on a un groupe de Gnawa dans le truc, c'est lui qui va animer le truc de l'Ouada et tout. Quand je vous dis truc, les trucs c'est quoi? Allez, on va nommer les trucs s'il vous plaît. Donc on a dans l'association un groupe. Dans l'association, on fait, comment dirais-je, on anime des activités. Très bien. Dans l'association, il y a une cellule de jeunes. La cellule de jeunes, elle est en projet d'une radio web. Oui, exactement. La radio web de la jeunesse qui travaille au milieu de volontariat, le bénévolat. Et on fait des activités. On remercie déjà le directeur de la clinique Pasteur qui nous a fait confiance d'animer des ateliers au profit de ses enfants, de la clinique des Brûlés. Et en même temps, on apprend les enfants des trucs artistiques. Voilà. Dans chaque week-end, on part dans des centres d'Alger, dans des orphelinats, dans des hôpitaux, où les enfants ils veulent apprendre de la musique, où les enfants ils veulent apprendre de la danse. Excellent. Donc voilà, vous êtes prêts, la caravane elle va partir vers l'ouest prochainement à l'occasion du Mouloud, parce qu'on arrive au terme. La caravane elle démarre le 18. Le 18, très bien. J'espère qu'ils seront nombreux à vous attendre à El Oued pour aider ces enfants démunis dans un village donc un peu perdu du sud algérien. Exactement. Donc pour moi, l'association elle est ouverte à toute la jeunesse. Oui. Venez voir c'est quoi le bénévolat parce qu'on a une jeunesse qui savent c'est quoi le bénévolat. On a une jeunesse qu'elle te dise oui, je viens avec toi dans l'association et ils cherchent. Juste une occupation, mais en fait voilà. Est-ce que tu me payes? Non, je suis une association caritative qui vient faire du bien. Donc c'est ça. Voilà. C'est un petit peu avec le cœur qu'on participe à ces actions. Donc vous qui avez un grand cœur Samy, on vous remercie ce matin. Merci à vous. Ainsi, à travers vous, donc l'ensemble des membres de l'association Ayadil Khir, toutes ces mains tendues vers l'enfance défavorisée, mais aussi vers la jeunesse de manière générale. Les membres de l'association, vraiment, je les remercie parce qu'ils n'ont pas, pour dire, ils n'ont pas encore dormi à partir d'hier parce qu'ils étaient... C'est important. Donc pendant 5 jours, vous êtes à Didouche Mourad et puis donc on vous retrouvera bientôt, Inch'Allah Samy. Merci mesdames, messieurs d'avoir été avec nous ce matin. Passez une excellente journée. Je vous retrouve dès demain à 8h. Au revoir.